dans l'escarcelle fin janvier. On grappille encore un peu de terrain sur les premières séances. Et puis, on a l'impression quand même qu'on s'épuise un peu là, qu'on cherche un deuxième souffle, des catalyseurs, que l'effet BCE a peut-être besoin de se confirmer. Comment est-ce que vous l'analysez, vous le regardez vivre, ce marché ? Que le marché souffle un petit peu, c'est normal. Des séquences à 8 séances de hausse, on n'en a pas eu beaucoup ces 10-15 dernières années. D'ailleurs, il y a certaines statistiques qui sont sorties et qui montrent qu'après de telles séries, il y a une pause d'abord, mais que globalement c'est annonciateur de 12 mois qui suivent qui sont plutôt de bon augure. Donc ça c'est le côté positif. Et effectivement le marché a besoin de trouver des relais parce que aujourd'hui dans les faits, la BCE n'est pas là, on le sait. C'est beaucoup d'anticipation. Et puis, elle a besoin de trouver de relais, peut-être au niveau de la valorisation des entreprises et donc des résultats, puisque vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, le consensus sur les publications de résultats, en tout cas sur les espérances de bénéfices pour l'ensemble de l'année, tourne, allez, on va dire plutôt sur un 10%. Et donc, de ce fait, on pourrait presque imaginer sur ce seul critère-là que en 30 ou 40 jours, on a déjà fait, je dirais, l'année. Donc, il faut chercher avec, en parallèle, toujours des sources de volatilité, d'inquiétude. La Russie, la Grèce, parmi eux. Justement, la Grèce, est-ce que c'est encore une inquiétude aujourd'hui? On a eu l'impression, au lendemain de l'élection, enfin du résultat de l'élection de Syriza à la tête de la Grèce, que on partait sur un affrontement dur, que les Grecs auraient des positions très poussées, et puis voilà, il faut quelques jours de roadshow européen pour qu'on ait l'impression que l'ouverture du dialogue est de part et d'autre. Alors, je pense qu'on pouvait s'en douter, ça. C'est-à-dire que vous avez la rhétorique pour l'élection, le slogan, tout ce que vous voulez, et puis après il y a le dur retour à la réalité, en définitive. Et vous entendez d'un côté, on parlera jamais à la Troïka, et puis finalement on va parler à chacun des membres de la Troïka sans complexe. On vous explique qu'on est prêt à dynamiter l'euro, mais qu'on ne le fera pas, que les Russes sont nos amis et qu'on votera pas de sanctions contre eux, mais finalement on le fait. Bon, il y a un peu de tout et son contraire là-dedans. Je pense d'ailleurs que le retour en Grèce va être un petit peu compliqué face aux électeurs, parce que effectivement, si on va voir chacun des pays européens en disant oui, effectivement, on est d'accord avec vous, on va trouver une solution, le retour va être compliqué. Ceci étant dit, en fait, c'est un jeu, c'est un bras de fer, très clairement, où celui qui gagne, c'est celui qui a du temps. Et celui qui a du temps, c'est celui qui a de l'argent. En l'occurrence, c'est l'Europe. Et donc, vous avez d'un côté des Grecs qui veulent faire plein de choses, mais qui n'ont pas la maîtrise du temps, et il y a des échéances qui arrivent, notamment les fins de mois. Et donc ça veut dire que les marchés, tout ça, ils l'assimilent, ils le prennent en compte, ils le digèrent, et ils évacuent, entre guillemets, un petit peu ce problème grec? Oui, alors on aura toujours, à mon avis, des soubresauts. Des soubresauts, quelques déclarations qui seront faites cette fois-ci, non pas quand il est en voyage en Europe, mais quand il est de retour à Athènes. Oui. Il est de retour à Athènes. Il y aura quelques déclarations un peu fracassantes. C'est ça? C'est un peu ça, voilà, exactement. Et on a un bon exemple sur ce sujet-là. Je pense que les marchés ne l'ont pas vraiment mis en avant. C'est l'élection de Lula. Il y a quelques années de ça. Je vous rappelle le contexte. Lula, il sort je dirais, avec un parti socialiste et qui a jamais été élu là-bas, avec des slogans anti-marché extrêmement forts, etc. Donc, il a la sympathie de la population. À un moment où le Brésil est en difficulté, là aussi avec des dettes et autres, et finalement, il se fait élire sur ce programme-là. Et qu'est-ce qu'on a observé quelques années plus tard? C'est que finalement Lula, il avait obéi au FMI, mais vraiment comme il fallait. Il a presque fait du zèle par rapport à ce qui avait été demandé par le FMI, et en définitive, ça lui a pas servi. Mais le plan de rigueur tel qu'il avait été initié au départ a été exécuté, voire mieux. Pourquoi? Tout simplement parce que la Grèce aujourd'hui, mais le Brésil hier, avait pas le choix, avait le temps contre lui, et puis il n'y avait pas vraiment d'autres solutions. On entend parler là de ces possibles obligations indexées à la croissance. Indexées à la croissance. En bourse, on a ce genre de titres qui existent.
qui a été créé d'ailleurs dans les années 80, parce que je vous rappelle que les obligations indexées sur la croissance, c'est une idée qui vient de Robert Shiller, l'économiste, et qui est une idée des années 80. On avait imaginé pour l'Argentine, etc. En bourse, on a des titres comme ça dans les années 80 qui avaient été créés par le gouvernement socialiste. C'était des titres participatifs, où finalement, à l'époque où on venait, je vous rappelle le contexte, on venait de tout nationaliser, on n'avait plus d'argent dans les caisses, et puis les entreprises ont besoin de vivre, d'investir, etc., vont taper à la porte de l'actionnaire État en lui demandant j'ai besoin d'argent pour investir, il n'y en a plus dans les caisses. Il faut vous trouver de l'argent, mais sans donner le droit de vote. Donc on avait créé les titres participatifs, vous en avez quelques-uns encore à la cote, notamment le titre participatif Renault, il y a même encore le titre participatif Crédit Lyonnais, où il y a une dette qui est perpétuelle. Le titre participatif, c'est une dette perpétuelle, avec un taux d'intérêt, un petit taux d'intérêt fixe, et puis un taux d'intérêt variable qui est basé sur les agrégats de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les résultats, la marge, etc. Ça ressemble à ça. Ça a eu du succès ? Dans les années 80, oui, ça a été émis parce que l'État n'avait pas le choix. Il pouvait pas se dédire en reprivatisant, naturellement. Il fallait trouver de l'argent sans donner le droit de vote. La différence, c'est peut-être la Grèce, comment la Grèce va-t-elle retrouver de la croissance? Comment va-t-elle retrouver une croissance suffisante pour que les intérêts de ses obligations deviennent ultra avantageux? Alors il y a plein de questions. Ça peut être une bonne idée à la base, c'est-à-dire que si vous faites ça, effectivement, comme actuellement il n'y a pas de croissance, il y a moins d'intérêt, et donc vous êtes moins obligé de plonger dans l'austérité. Ouais. Donc proposer ça, c'est assez intéressant. La question, elle se posera plutôt demain, voire après-demain. C'est-à-dire que si la Grèce, on peut l'espérer, retrouve de la croissance, dans ce cas-là, la charge de la dette deviendra insupportable. Bon, regardez aujourd'hui les taux d'intérêt sur les titres participatifs. Sur un titre participatif comme Renault, qui marche bien, c'est du 5%, là où les taux sont à 0. Et donc demain, il faudra renégocier parce que pour refaire descendre le taux, ouais. Voilà, parce que la croissance sera limitée parce que les taux seront trop élevés. Et malheureusement, ce sera engagé sur une dette perpétuelle. Donc la solution, elle a peut-être du bon à court terme, moins bon à long terme. Donc il va falloir trouver autre chose, et je pense que le dossier grec, c'est pas en une semaine qu'il va se résoudre. Dans ce marché-là, comment est-ce que l'on se positionne du coup, Sébastien? Comment est-ce qu'on gère? Est-ce que on est très très investi? Est-ce qu'on garde une poche de liquidité? Quels sont les grands thèmes, vous, qui drivent un petit peu la gestion action chez Mescart? Alors, moi, je suis jamais très fan des consensus, mais il faut quand même avouer que là, il y a quand même tous les marqueurs pour que l'ensemble de l'année 2015 soit ce fameux alignement de planètes positif, comme tout le monde l'évoque et que je partage complètement. Je pense que l'année 2015 sera effectivement très bonne. Après, au-delà de ça, il y a le court terme. Et j'aime pas, c'est vrai, quand les marchés vont un peu trop vite et oublient en chemin dans leur course, oublient quelques problèmes. Le problème, c'est qu'on a toujours un baril de pétrole qui est un peu faible. C'est bien, mais c'est aussi un problème pour les autres, on le sait, émergents comme États-Unis. On a toujours un dollar qui est fort, même s'il se détend de quelques centimes. Et puis, on a toujours en toile de fond, et ça, j'aime pas trop, cette histoire russe qui traîne. Vous savez d'ailleurs qu'il y a un peu des liens qui essayent de se tendre entre la Grèce et la Russie. Peut-être Vladimir Poutine pourrait tenter de faire un petit coup de jarnac en essayant de faire les fins de mois de la Grèce, même s'il a du mal. Bon, tout ça est un peu compliqué, et on va reparler à un moment ou à un autre de sanctions contre la Russie. Je pense que quand on est arrivé à plus 8%, même si on est très optimiste pour la fin de l'année, et il est temps de sécuriser une partie de ces il faut être un petit peu prudent. 8% en un mois, ce sont des séquences rarement vues, même si on s'imagine faire 20% sur l'année. Pourquoi pas, avec l'alignement de planètes que l'on a, ça me choquerait pas. Peut-être laisser un peu la marmite reposer et prendre un petit peu ses bénéfices et attendre de voir comment le marché digère ça, parce que vous le dites très bien, il y a besoin d'un second souffle. Le second souffle, il va falloir que le marché le cherche, l'imagine, etc. Donc, sur quelle valeur on peut le trouver, le second souffle? Où faut-il trouver des refuges aujourd'hui pour ceux qui ont un portefeuille boursier, qui souhaitent ouvrir un portefeuille boursier? Alors,
Le second souffle, il viendra sûrement des valeurs cycliques qui n'ont pas participé qui n'ont pas vraiment participé à la fête. Et c'est clair que si on pense que la politique de la BCE fonctionne, l'économie européenne sera un peu dopée et pour le coup, il faudra clairement jouer les cycliques. Et vous avez vu, le marché, il a encore un petit appétit pour les valeurs défensives, donc il n'est pas tout à fait prêt à jouer vraiment la réussite. Et il y a un petit doute aussi sur les valeurs bancaires, elles n'ont pas participé à la hausse, alors qu'on avait tous dit effectivement QE égale hausse généralisée sur les banques. Et puis maintenant on a un doute. Donc je pense qu'il faut être plus présent en fait peut-être sur les valeurs cycliques. À court terme, je pense que le baril de pétrole il est en train de former un point bas. Je ne crois pas du tout un V sur où on remonte comme ça, comme s'il s'était rien passé sur les cours du pétrole, je pense. Et j'ai regardé ce qui s'était fait en 2007 après une chute 2008, chute très violente des cours du pétrole. Pendant 2 mois en fait, on a oscillé comme ça de plus 20, moins 20 très violemment. Donc je pense que maintenant il faut essayer sur un point bas, de revenir un peu sur les valeurs pétrolières, d'être un peu plus cyclique peut-être pour les prochains mois. Merci beaucoup pour cet éclairage. Sébastien Corchia pour Mescart Asset Management, régulièrement à nos côtés, bien sûr, au cœur d'Intégral Placement. Il est 11h20 et le CAC 40 recule un tout petit peu, moins 0,38% en ce moment. BFM Business, c'est aussi à la radio dans les grandes villes de France. Pour connaître les fréquences de BFM Business Radio, connectez-vous sur bfmbusiness.com. La plus forte